et l'okemo. Voilà. Et virgule, donc. Donc, Reza, vous allez voir, il va vous surprendre, surtout en ce moment avec ce qui se passe là, en France. Nous nous sommes rencontrés à Gênes, et ce qui m'a plu chez lui, c'est deux choses. C'est l'Iran, bien sûr, où la poésie a une importance peut-être unique au monde aujourd'hui, je pense, oui. Et son amour fou de la langue française. Au point même, d'ailleurs, on a eu une discussion qui a failli mal tourner hier soir, et cet après-midi, au point qu'il écrit en rime. C'est scandaleux. Comme au 19e siècle, vous vous rendez compte? C'est ringard. Voilà, c'est ringard, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là, en vous embarquant dans ce chemin-là. Vous allez voir, comme moi, que c'est surprenant. Qu'un Iranien écrive des épopées en alexandrin de plusieurs centaines de pages en français, c'est tout à fait surprenant. Et quand je suis arrivé ici, quand je vais dans un endroit, je fouille, je regarde et je suis tombé sur ce petit article du journal numéro 1. C'est assez drôle d'ailleurs, c'est qui évoque la nuit de la poésie où tu étais à l'Institut du monde arabe. Et c'est un petit mot de Robert Solé sur la rime. C'était juste le passage. Pardon ? C'était juste le passage peut-être. Alors, donc ils discutent avec lui-même autour de la rime, quoi. Voilà. Ma remarque concerne toutes les langues. Elle se vérifie quand on passe de l'une à l'autre, traduit un poème, perd la moitié de sa force, privé de ses rimes. Il est comme une cuisine sans sel. Si je comprends bien, vous refusez la poésie en prose. Ce n'est plus de la poésie, c'est de la prose. Rien ne vous autorise à dire une telle chose. Souvenez-vous de Baudelaire, n'a-t-il pas mis en prose ses fleurs du mal? Ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Vous vous rendez compte? En abandonnant la rime, la poésie s'est tirée une balle dans le pied. Qui la lit aujourd'hui? Qui achète des recueils de poésie? Elle a été détrônée par la chanson. J'ai pas fini. Vous parlez de choses différentes. La poésie est faite pour être lue, la chanson pour être chantée. D'ailleurs, cette rime que vous portez au nu est souvent malfaisante. Elle privilégie le son au détriment du mot. À vouloir retomber sur ses pieds et faire sonner un vers à tout prix, l'auteur finit par écrire n'importe quoi. Si Hugo, Rimbaud, Musset et Verlaine vous entendaient, ils n'en seraient pas forcément incommodés. Qu'en savez-vous? C'est une affirmation gratuite. Pour un poète, l'invention n'est jamais proscrite. Mais vous rimez ma parole. Que vous arrive-t-il soudain? Je l'ignore, j'ai dû faire comme M. Jourdain. Voilà. Oui, alors... Et puis, tu as cité Rimbaud, on peut citer Verlaine. La musique avant toute chose. La musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air. La poésie, c'est la musique. Sans musique, pas de poésie. Et ça, c'est un débat qu'il faut poser plus que jamais aujourd'hui. Je suis, comme l'a dit Yvon, très attaché à la France, et je dis toujours, parfois on m'entend parler, on dit mais vous parlez comme les Français. Je dis bah oui, c'est le talent. Et puis ils me disent mais vous êtes de parents mixtes? Je dis non, pas du tout. Et puis je vais dire deux mots sur mon parcours tout à l'heure, mais ce qui est, donc j'ai un amour de la France pour ses valeurs, parce que donc pour répondre aux questions qu'on me pose à ce sujet, je dis mes racines sont à 100% iraniennes, mais mes valeurs sont françaises. Et alors c'est quoi les valeurs françaises? Qu'est-ce qui fait que des étrangers viennent dans ce pays? En France on apprend la liberté. Des choses que chez nous, je pense notamment à une phrase, je pense que c'était Gabriel Garcia Marquez qui disait que dans des pays comme le sien, on boit le sentiment de la peur comme le lait maternel, parce que c'est des pays où on ne peut pas s'exprimer. Donc en France, on réapprend à s'exprimer, ça c'est une chose. Donc c'est une valeur française, et bien sûr il y a les valeurs de laïcité.
Et puis l'autre valeur essentielle, c'est l'homme avant toute chose. L'homme est placé au centre de tout. Et non pas, comme dans un certain pays, les origines, le sang, l'appartenance à une famille, la fortune, le grade, l'armée. Donc l'homme, passé avant tout, l'homme est intouchable. Et bien entendu, les valeurs de féminisme, la République, donc tout ce que tant que mes valeurs sont françaises. Et alors j'ai une relation avec la langue française aussi un peu privilégiée, parce que je suis venu en France quand j'avais 5 ans, avec donc mon père, ma mère. Mon père était venu en France pour passer une spécialité en chirurgie. J'étais à l'école primaire en France et j'ai appris le français comme ma deuxième langue maternelle. Après 5 ans, donc on est rentré en Iran. Et donc j'ai continué dans un collège, le collège Saint-Louis de Téhéran, qui a été fondé par les pères lazaristes. Donc c'est un collège qui avait 100 ans. Collège, ensuite lycée dans un lycée franco-iranien. J'ai passé à Téhéran le bac français, 2 ou 3 années de fac. Après, je suis retourné en France pour faire une maîtrise de littérature, un doctorat de lettres, donc de littérature persane. De l'Iran, ce que j'ai gardé, les souvenirs de l'Iran dans la relation avec la poésie, puisque c'est de ça surtout qu'on va parler, c'est les soirées passées chez mes grands-parents dans la ville de Mashhad, où je suis né, mais on y a très peu vécu. Mais tous les étés, mes parents m'envoyaient chez mon grand-père, donc dans cette ville de Mashhad, et dans leur grand jardin, on s'asseyait sur une sorte de grand lit en bois, et dessus, donc on étalait des tapis à côté d'un bassin, et on se livrait à des joutes poétiques. Ça, c'est le sport national. Alors, vous savez comment se passent les joutes poétiques? On se mettait 3 générations. Donc ma génération à moi, donc c'était mon frère qui y allait avec mes cousines. Alors mon frère, 12-13 ans. La génération de mes parents, donc mes oncles et mes tantes, et les grands-parents. Et tout le monde participait à armes égales. Alors ça se passe comme ça tourne. Et donc la première personne lit un poème, donc un distique ou un quatrain. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, je vais vous lire un quatrain de Khayyam, poète du XIe siècle. La traduction: de la Terre à Saturne et beaucoup plus loin même, j'ai résolu enfin n'importe quel problème. J'ai paré tous les coups et défait tous les nœuds. Or, le nœud de la mort, c'est énigme suprême. Ça se termine par E. Donc celui qui est à côté de moi, donc dans le sens où ça tourne, doit réciter un poème qui commence par E. Par exemple, je vous donne un exemple. Écoute qui que tu sois le chant de ceux qui vivent de l'air dont se nourrit l'esprit. On dit que... alors c'est un... écoute qui que tu sois le chant de ceux qui vivent de l'air dont se nourrit l'esprit. On dit qu'un vent de liberté souffle a pris bien des lustres à l'onde d'un océan sur une terre damnée léguée de despotes à despotes au crime culminant. Aujourd'hui, c'est sur la main saignante des peuples qu'on l'a appris. Donc ça se termine par S. Et le suivant continue. Sur notre peine d'inculture poussent partout les herbes folles, bien pour le bien, mal pour le mal. De tous les hommes, le cœur est mort. T. Et le troisième continue. Alors ça tourne, et celui qui sèche, il sort. Il est exclu. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et ça a duré une bonne partie de la nuit. Donc, c'est vous dire à quel point donc, on mémorise des vers par centaines. Aujourd'hui encore, en Iran, il y a des concours avec des gamines de 7 à 8 ans à la télé, où ils font ils se livrent à ce genre de jeu, et puis, voilà, ils se bagarrent à coups de verre. Donc ça, c'est un souvenir que j'ai gardé d'Iran. Et puis... l'autre souvenir, c'était mon grand-père qui nous lisait à mon frère et moi, donc quand on était dans sa maison de Mashhad, des contes. Alors, il lisait des contes persans, donc, dont le livre des rois, dont je vais parler tout à l'heure. Et puis, il nous lisait, mon grand-père parlait français. Il n'était jamais allé en France, donc il avait appris le français. Et à l'époque, le français représentait... Pour quelle raison il avait appris le français? Il avait appris le français parce que le français, à cette époque-là, c'était pas un peu une langue... c'était la langue culturelle, c'était la langue des élites. Hein. C'est, disons, début XXe siècle. Il faut remonter jusque-là. Depuis le début du XXe siècle, donc il avait appris le français et il nous lisait en français des contes, les contes des Mille et une nuits traduits par Galland, donc dans un magnifique livre, avec des illustrations de Gustave Dore. Et c'était mes premiers contacts avec la langue française. Et donc, les contes des Mille et une nuits écrits en persan.
Non, en arabe. Il nous lisait. Alors, les contes des mille et une nuits, ça a été écrit dans différentes langues. Donc, ça a été écrit en arabe, c'est écrit en persan, donc ça vient de la littérature orale, si tu veux. L'origine n'est pas déterminée. Donc, c'est dire que très tôt aussi, j'ai eu cette relation avec la langue française qui était présente dans ma famille. Ce que je voudrais dire aussi à propos de la poésie, c'est qu'en Iran, en France, on a un peu du mal à se le représenter. En Iran, c'est l'art majeur. Alors, l'art majeur, ça veut dire quoi? On peut imaginer un pays où c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout, c'est pratiqué au plus haut niveau de l'État. Au plus haut niveau de l'État. Donc, le personnage qui est tout à fait au-dessus, qui porte le titre du guide de la Révolution. Et c'est pas pratiqué au niveau le plus bas, le plus modeste. L'ouvrier, le chauffeur de taxi, le manœuvre, le paysan pratique la poésie. Et la poésie en Iran, c'est une deuxième langue vivante. Alors quand j'ai une deuxième langue vivante, c'est pas du tout une image, c'est pas une métaphore. Les gens parlent en poésie. Ils parlent entre eux en poésie. Alors, je vous donne un exemple très concret pour vous représenter ça parce que je l'ai vécu, j'y ai assisté. Imaginez, vous allez chez votre dentiste. Votre dentiste, il dit ni bonjour, ni rien du tout. Il vous ouvre la porte et il vous dit, alors j'ai simulé, j'ai écrit un petit quatrain pour vous donner un peu une idée. Bienvenue, cher monsieur, veuillez donc prendre place sur cet ample fauteuil afin que j'officie. Quelle que soit la douleur, souffrez, restez assis, afin que de vos peines, je fasse toute trace. Est-ce que vous imaginez votre dentiste vous accueillir comme ça dans son cabinet? En Iran, si. Et il se peut très bien que le patient réponde sur le même mode. Le patient va répondre avec un quatrain aussi. C'est dans la langue, dans le parler de tous les jours. Ça fait vraiment partie de l'ADN iranien. En Iran, on vit de poésie du berceau jusqu'à la tombe. Et quand je dis du berceau jusqu'à la tombe, vous allez un jour dans un cimetière en Iran, vous allez par exemple dans le grand cimetière du sud de Téhéran qui s'appelle le cimetière de Zahra, Bej Zahra, et vous allez avoir devant vous un immense recueil de poésie, donc les poèmes qui sont gravés sur les tombes, un immense recueil de poésie en pierre. Donc c'est vous dire à quel point c'est présent. Et depuis les origines, on peut remonter jusqu'au Xe siècle, parler de ce phénomène de la présence de la poésie, et ça va être pour moi l'occasion de parler du Livre des Rois, qui est l'ouvrage qui est un immense recueil de poésie de 120 000 vers, de poésie épique. C'est une épopée de 120 000 vers. Au Xe siècle, c'est-à-dire trois siècles après la conquête arabe en Iran. Et c'est le socle à la fois culturel et linguistique de l'Iran. C'est un recueil qui reprend toutes les traditions, les légendes, les mythes de l'Iran d'avant l'islam, d'avant la conquête islamique. Donc là, on remonte jusqu'aux Achéménides, aux Perses, aux Mèdes, jusqu'à la conquête arabe au 7e siècle. Et en même temps, c'est le socle linguistique, c'est-à-dire qu'après que la langue arabe ait été imposée comme langue officielle, il y a eu des résistances pendant 2 ou 3 siècles, et puis cette forme du persan, parce qu'avant il y avait donc l'origine du persan, il y avait le moyen perse, il y avait le vieux perse, les langues qui employaient dans l'Avesta, l'avestique, donc une langue sacrée ancienne, et puis après l'invasion arabe, il y a eu le persan, et c'est ce livre, ce corpus de 120 000 vers qui a servi de socle à la renaissance de la langue persane. Et la tradition était que des conteurs se déplaçaient de ville en ville et chantaient par cœur donc les poèmes du Livre des Rois, racontant la geste des héros, des rois des temps anciens. Et si je voulais faire un parallèle, je le ferais avec la chanson de Roland, qui a été composée au XIe siècle, donc on n'est pas si loin, 10e, 11e siècle. Il y avait comme ces conteurs en Iran qu'on appelle Naqal. Il y avait les troubadours en Provence ou sur les marches des Pyrénées qui se déplaçaient d'un village à l'autre, qui récitaient donc la geste de Roland, et pour garder vivante une identité, une tradition, et une langue aussi. Et avec donc des exercices de jonglerie, ils allaient de village en village, sauf qu'en Iran ça a continué. Aujourd'hui aussi, ça continue, ça existe. Vous avez dans les écoles des enfants qui récitent par cœur des poèmes du Shahnameh, donc du Livre des Rois.
ça se trouve dans les cafés, dans les maisons de thé, dans des salles de concert, dans le désert, où des gens qui avec le luth chantent le récite, dans des maisons, dans des gymnases. On pratique des arts martiaux traditionnels, donc ça se chante au tambour avec des percussions, et on continue par la voix, donc c'est un travail physique, c'est un travail du corps. Oraliser, chanter, c'est continuer à faire vivre par le corps une langue, c'est essentiel. Chanter, réciter par la voix, c'est essentiel pour continuer à faire vivre une langue. Voilà. C'est ce que je voulais dire à propos de cette relation avec la poésie, par l'imitation et par ce travail de répétition qui permet à la fois un apprentissage et une transmission. Voilà. Et la chanson de Roland, malheureusement, alors on a du mal aujourd'hui à se dire, on va aller dans un café, vous allez voir quelqu'un qui va nous chanter la chanson de Roland, on va dire c'est qui ce facho, qu'est-ce qu'il veut, il en a après les Arabes, c'est quoi cette histoire. Mais en Iran, oui, ça existe encore, ces traditions, et c'est toute la question de l'apprentissage et de la transmission. C'est en récitant, c'est en donnant corps, c'est en donnant voix qu'on arrive à transmettre une langue. Il n'y a pas 36 façons de le faire, c'est pas par l'écrit. Aujourd'hui, la chanson de Roland est rangée sur des rayons de bibliothèque, et la parole est perdue. C'est une épopée qui s'étudie. Donc, il faut chanter, il faut réciter, il faut donner corps par la voix. Alors, donc, on va tout de suite. Alors, je ne vais pas trop parler, on va passer au poème. Hein, donc, je voudrais vous lire. Donc, maintenant, on va alterner un peu. Un poème que j'ai écrit. Alors, je voudrais d'abord dire 2 mots à propos de Madame. C'est Madame tout à fait charmante qui est venue. Alors, j'aurais jamais imaginé qu'un soir, si on m'avait dit qu'un soir, tu vas aller à Locmo, dans la Bretagne profonde, et tu vas découvrir un fac-similé du livre des rois, la version la plus précieuse, la plus chère, mondialement connue du livre des rois, j'aurais jamais cru. Et donc, madame qui s'appelle Micheline m'a apporté donc, c'était cet ouvrage, qui est un fac-similé, qui est la version la plus célèbre du livre des rois de Ferdowsi. Voilà, qui est le manuscrit du roi Tahmasp. Donc c'est un roi de la période séfévide, donc le siècle d'or d'après l'islam en Iran, 15e, 18e siècle. Et alors c'est absolument somptueux, vous avez des miniatures à l'intérieur, et ces miniatures coûtent des fortunes. C'est-à-dire il y a des collectionneurs qui ont détaché, donc le manuscrit d'origine, qui ont détaché des pages avec des miniatures qui étaient décorées à la feuille d'or, et c'est vendu à des prix absolument exorbitants, rien qu'une seule page. Et c'est quelque chose. Alors, donc, je remercie Micheline, je suis très touché, puis je suis tombé de haut quand j'ai vu le manuscrit de Tahmasp à Locmo, je me suis dit, c'est pas possible. Je rêve. Et donc, voilà, donc madame est tombée amoureuse de l'Iran parce que quand elle avait 10 ans, on lui a offert un conte persan, et depuis, donc, elle a eu cet attachement avec la poésie persane. Et le livre que vous voyez devant, donc ça c'est le livre de ma vie, si je puis dire, parce que j'ai écrit, donc c'était le sujet de ma thèse, sur le livre des rois, précisément sur le Shahnameh. Voilà, donc je l'ai mis devant. Et donc sur un mythe en particulier, qui est un mythe patriotique, qui est le mythe du forgeron Corvé. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, à propos des artisans et des rois, là, justement. Ah oui, d'accord. Ça, c'est important. Alors, en 2 mots, moi ce qui m'a intéressé dans ce mythe, vous savez, les épopées c'est quoi? On raconte les exploits des héros, on raconte les exploits des champions. On a l'équivalent de Hercule dans le livre des rois. C'est un personnage qui s'appelle Rostam. Hercule avait 12 travaux, lui il en a 7. Bon, les Iraniens se fatiguent un peu moins. Il en a 7. Donc il y a les exploits de Rostam, et puis il y a les rois, Darius, Xerxès, Nushirvan, les dynasties, les Parthes, les Arsacides, les Sassanides, donc les grands noms, Persépolis, les grands palais, etc. La guerre des Perses avec les Turcomans, la guerre des Perses avec l'Empire romano-byzantin. Mais que deviennent ceux qui ont construit ces grands palais, ceux qui ont construit Persépolis, ceux qui ont construit Narchelostam, ceux qui ont construit Pasargad, ces grands sites que vont voir les Français et qu'ils admirent? Il y a quand même des héros de ces temps-là qui sont oubliés, les grands oubliés de l'histoire, dont on ne parle jamais. Ce sont les artisans. Ce sont les artisans, ce sont les tailleurs de pierre, ce sont ceux qu'on a fait venir notamment de l'Égypte, qu'on a fait venir de la Grèce, qu'on a fait venir de tous les coins de l'Empire perse, du plateau iranien, qu'on a fait venir d'Asie centrale.
Et ce mythe patriotique du forgeron dans le livre des rois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je me suis dit, donc il fallait que je fasse une recherche très très approfondie là-dessus. Alors j'ai travaillé sur des textes anciens et j'ai mis en lumière la manière dont, pour des besoins idéologiques, on a détourné des mythes anciens. Le forgeron avait un statut absolument à part dans les sociétés anciennes. Il était considéré comme un chef de tribu, il était considéré comme un sorcier, il transmettait le savoir, il veillait donc aux rites qui se passaient à l'intérieur des sociétés. Et alors, pour faire très simple, ce qu'on appelle la structure tripartite des Indo-Européens. C'est-à-dire que dans ces sociétés, y compris en Europe, ça marchait comme ça. En haut, dans une société, le système des castes, vous avez les prêtres. Deuxième degré, les guerriers. Troisième degré, ce qu'on appelle les producteurs. Donc les ploucs, les pecnos, donc ceux qui sont dans la rue maintenant. Donc c'était la classe en dessous. Pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que le roi qui était tout à fait au-dessus, il était roi de droit divin. C'était le cas en France avec Louis XIV. Alors, pourquoi ? Parce que c'est comme ça tombe du ciel, donc il y a une aura divine. Et à partir de ça, on considère qu'il est roi. Et les prêtres sont là pour le garantir. Les prêtres sont là pour le garantir avec leur blabla, leurs textes sacrés, les rituels, donc ils sont là pour faire ça. Hein, c'est comme aujourd'hui Macron avec les médias. Hein, les médias, c'est les prêtres, et Macron, c'est le roi des rois là-haut. Voilà. Voilà, Jupiter. Et les ouvriers, pour moi, c'est ça qui est important. C'est eux qui constituent une civilisation. C'est eux qui produisent une civilisation, c'est eux qui font le travail, et c'est les grands oubliés de l'histoire. Et ça m'avait touché. Donc c'est ce que j'ai essayé de démontrer. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans cet ouvrage. Donc la relation au travail, la relation à l'artisanat. Pour moi, c'est un art supérieur. Ceux qui connaissent, qui travaillent la matière. Et je mets ça en relation avec aussi les bâtisseurs, ceux qui ont été amenés à construire. Donc la civilisation européenne, les bâtisseurs des églises romanes, des églises gothiques, les tâcherons, les tailleurs de pierre, les compagnons, c'est du même ordre. Voilà. Et c'est ces gens-là, je pense qu'il faut célébrer, notamment à travers la poésie. Voilà, donc ça c'était juste les deux mots que je voulais dire à propos de ce livre. Je vais vous lire tout à l'heure un petit extrait d'une épopée sur laquelle je travaille, un hommage. Donc c'est la célébration du travailleur. C'est la célébration de l'ouvrier. Les vrais bâtisseurs d'empire, les vrais bâtisseurs de civilisation. Et maintenant, je vais vous lire à ce moment-là mon apprentissage de la poésie de la langue française. Comme je vous ai dit, quand j'étais tout petit, j'ai fait l'école primaire en France, à Paris. Pour la petite histoire, j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Cloarec. Ça doit vous dire quelque chose. Et elle m'administrait des raclées absolument phénoménales. Et puis j'avais droit régulièrement au bonnet d'âne, donc c'était ma génération. Donc si parmi vous, il y en a qui ont eu le bonnet d'âne qui me fascine, on pourra échanger des souvenirs. C'est l'histoire ancienne, voilà. Merci, je ne suis pas le seul. Et je vais vous raconter mon aventure, donc mon apprentissage, mon rapport avec le travail et par la suite avec la poésie. Mon travail. Mon tout premier travail, ce fut sur un pupitre. La maîtresse était fée, sorcière ou carabosse, selon qu'elle dispensait les bons points ou les bosses. Je trompais mon ennui en ralliant les pitres. Durant bien des années, telle a été ma voix, souvent traitée de cancre, d'ignare ou de vaurien, au registre des nuls, noté pour moins que rien, toujours à la récré, donnant le coup d'envoi. Alors que dans ma tête tourbillonnaient des mondes, au tourment de l'école, répondaient mes extases, ne sachant rester dans telle ou telle case, un parfum d'aventure en moi menait la ronde. Il en fut ainsi bien des années encore, les leçons apportaient leur cortège d'ennui, les années redoublées, de jour comme de nuit, en refus du travail, je battais des records. Ainsi je franchissais, malgré les recalages, le collège, le lycée et l'université. Avec quelques mentions, je fus même cité, puis, sur un vrai métier, je remettais l'ouvrage. Hélas, je retrouvais l'ennui au rendez-vous, le calvaire poursuivait ma vie professionnelle, ni désir, ni passion, ni charge émotionnelle, ainsi vont mes aveux confiés de moi à vous. Il me restait mes rêves, comme autant de bouées pour surnager parmi des flots amerternes, il me restait le songe, seul empire que l'on cerne,
je comprenais enfin en quoi j'étais doué. J'élaborais alors un savoir réel, apprenant que si à l'école j'étais lent, mes maîtres aussi étaient dépourvus de talent, mes maîtresses auraient dû ne s'en prendre qu'à elles. Et je posais les bases d'une fonction illustre, reprenant à la lettre la règle des anciens, répétant l'exemplaire conduite qu'on fait sien, c'est l'art et la manière, ceci depuis des lustres. Ce savoir sans pareil, c'est celui du poème. Ces méthodes se comptent par cent et par milliers. À sa longue lignée, j'entendais me lier à l'école de la rime. Je n'étais plus le même. Cette science éternelle que l'on nomme poésie m'a valu, je confesse, une transfiguration. Sans fin, sans manœuvre et sans opération du Saint-Esprit d'en haut. De joie, j'étais transi. Je m'exerçais sans trêve à l'ode, à l'épopée, au feu de la satire, à l'élan romantique. Avec l'alexandrin, le sonnet et le cantique, je ferraillais sans cesse et je croisais l'épée. Je réglais en tout lieu l'équerre et le compas sur l'art du langage, le beau parler français, dont l'attrait m'est si grand et si fort, je ne sais compter mes efforts, quand j'aime, je ne compte pas. Enfin libre des lois qui nous veulent sacrifier sur l'arène du marché comme en tauromachie de ma génération, j'ai vécu le gâchis par la fausse monnaie, la sagesse pétrifiée. Les programmes s'appliquaient à semer l'ignorance. Par le tranchant du verre, j'obtenais la clarté, ainsi que chez Boileau, sans doute, sans aparté, enfin à l'échelle de l'homme France. Ainsi vont mes poèmes composés à la hache, en écho à cette lointaine intimité qui, tel un ouragan, m'a longtemps habité. Mon travail, c'est savoir dire merde avec panache. Et je rejoins dès lors une vieille tradition qui fait fi des mots creux, des effets, des concepts, des principes antiques. J'applique les préceptes, j'en poursuis en ce siècle encore la transition. Je suis parti en guerre envers les mandarins qui vous font la leçon de leur chair en Sorbonne. Si vous courbez les chines, ils vous ont à la bonne. À chacun son maître, à chacun son parrain. La voie que j'ai choisie, je la veux sans détour. En moi, toujours présent, l'espiègle, le raseur, l'effroi des surveillants, des pions, des proviseurs. Tremblez, maître, maîtresse, Réza est de retour. C'est le seul poète, à ma connaissance, iranien, qui écrit des vers en français. Alors voilà, donc ça c'était mon travail. Mon rapport avec le travail, mon rapport avec la langue française, et puis j'ai un rapport aussi charnel avec les provinces. Parce que, bon, voilà, Paris, c'est Paris, il y a de tout et n'importe quoi, si je puis dire. Mais le métier que j'ai exercé pendant longtemps, c'était celui de journaliste. Donc j'ai fait beaucoup de reportages à l'étranger, en France beaucoup, et notamment dans le nord et l'est de la France, donc Nord-Pas-de-Calais, après ce qu'on appelle le Grand Est, Alsace, que je connais très bien. J'ai été pendant 5 ans rédacteur en chef du magazine touristique de la région Alsace, la Lorraine, la Meuse notamment. Je connais des coins de Meuse que je pense peu de Meusiens connaissent. Et j'ai une relation très charnelle avec... alors malheureusement la Bretagne très peu, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, en fonction des contacts que j'ai eus, des propositions qu'on m'a faites, le nord, l'est, l'ouest malheureusement je connais peu, c'est peut-être un début. Et alors j'écris des poèmes aussi, et il y en a en particulier que j'ai apporté avec moi, sur la Meuse. Je pense que c'est un département qu'on connaît peu, c'est pas très sexy, c'est pas comme le Sud, mais il y a des choses fabuleuses, et j'ai été fasciné par... alors je ne suis pas croyant, je suis parfaitement athée, je suis ni croyant ni pratiquant, mais je suis fasciné par les cathédrales, et le fait que la foi, ce qui m'impressionne, c'est comment l'homme peut devenir grand par la foi. Ces édifices, pour moi, c'est la grandeur de ceux qui l'ont construit. C'est pas pour Dieu, c'est pas pour une croyance, quoi que ce soit, c'est la grandeur de ceux qui l'ont construit qui se manifeste. Et donc le poème que je vais vous lire s'appelle La Recevresse.
alors je ne sais pas si ça existe en Bretagne, mais la Recevresse, c'est une petite chapelle qui se trouve, donc là, ça se trouve à l'extérieur d'une cathédrale, dans la Meuse, qui s'appelle la cathédrale d'Aviotte, une cathédrale surgie en plein champ, il n'y a rien autour, une cathédrale magnifique, et juste devant, il y a une toute petite chapelle qu'on appelle la Recevresse, il y a une vierge, donc une statue de vierge à l'intérieur de cette petite chapelle, et les enfants morts-nés, donc on considérait que, comme ils étaient morts-nés, ils restaient dans les limbes, ils ne pouvaient pas aller au paradis. On les déposait donc dans cette chapelle, dans les bras de ces vierges, on surveillait en disant que grâce à elles, il va y avoir un moment de vie qui va revenir, à ce moment leur donner la bénédiction, leur donner les saints sacrements. Par exemple, on imaginait qu'il y avait, dès que la peau devenait un peu rouge, on disait, c'est le sang qui circule, il faut se dépêcher de donner les saints sacrements. Donc c'était la Recevresse qui recevait les enfants morts-nés en attente de ce qu'on leur donne les sacrements. Donc je vais vous lire ce poème en hommage à la terre de Meuse. Tout au nord de la Meuse, je m'étais égaré, les champs et la prairie brûlés d'un feu d'automne, que de noires corneilles dans le ciel barré d'un voile monotone. En plein champ s'élevait une étrange basilique, dont je ne m'expliquais la présence en ces lieux, tout autour se mourait la terre bucolique, en un dernier adieu. La solitude en moi était lourde et si forte que je croyais avoir sous les yeux un mirage. De ce rêve de pierre atteindrais-je la porte que l'on eût dit sans âge. Qu'était donc ce vieux songe que le sort vous destine, sinon sous un cloaque de nuages équarris, une douce image dans un arbre d'épines de la Vierge Marie. Des esprits habitaient cette vision si proche, comme livrés aux lois d'un sublime maçon, sous leurs mains en mesure, on entendait des cloches, l'inoubliable son. Et moi j'étais saisi par cette gravité dont l'écho retient vos pas un long moment, on eût dit qu'un marteau de bronze m'invitait à quelque sacrement. Et que pourraient bien faire les mots de la raison devant cette ferveur que sous vos yeux déroulent, venus comme un seul homme de tous les horizons, les pèlerins en foule. Voici que le cerf brame et que chante la hulotte. Le jour comme la nuit parle de délivrance, on vient vous implorer Notre-Dame d'Aviotte des quatre coins de France. Au dehors, sous la pluie et les vents, sous le froid, les causes désespérées attendent vos oracles, ô Vierge qu'on surnomme à l'heure du désarroi Notre-Dame des miracles. Vous, au bois enfanté de tilleuls sacrés, vous sculptés par des anges qu'on descendait sur terre, vous, au pays des limbes, connaissant les secrets des enfants qu'on enterre. Vous voici, Sainte Mère, qui venez au secours de ces enfants morts-nés, ultime résolution que l'on pose à vos pieux en tout dernier recours de sainte absolution. Alors, on accompagne de chants et de prières le retour à la vie de ces corps innocents, sous leur peau éclairée d'une douce lumière, on voit courir le sang. Puis leurs veines frémissent, et les prêtres se hâtent de signer par la croix cette faible lueur sur les fronts enfantins où tremblent et miroitent des perles de sueur. Alors ces êtres, en peine dans les limbes égarés, par votre compassion ayant connu la grâce, oublient les tourments dont leur âme libérée ne porte plus la trace. Et aux autres aussi va votre compassion, quels que furent leurs maux, leurs âges ou leurs racines, quelles que furent les formes de damnation que la vie leur dessine. Ils sont tous arrivés au pas de votre porte, grands malades, forçats, possédés ou lépreux. Je vois comme une vague frémir la cohorte de ce monde ténébreux. L'appel des choucas et le vol des grues résonnent dès le matin éteint à mes oreilles. Du village au voisin s'éveille l'unique rue comme d'un demi-sommeil. Les enfants de Meuse, conduits par la lumière, déposent leur offrande en allant à la messe, au pied d'une autre vierge, à l'allure singulière nommée la Recevresse. Cette Madone-là qu'abrite une chapelle ciselée de pierres ouverte à tous les vents, tient le Christ enfant debout comme un appel adressé aux vivants. Juste devant l'église, le sanctuaire est dressé, un étrange monument, 10 lanternes des morts, chapelle du sépulcre, salut des trépassés ou baume des remords. Hors de la basilique, ce modeste édifice, en gothique flamboyant, est encore un mystère. Est-ce le souvenir d'antiques sacrifices ou quelques baptistères ?
Qu'importe l'origine, pourvu que la croyance reste pure et sincère dès la première fois. Que pèsent les soupçons d'énigme ou de voyance devant l'acte de foi? Ces madones ne sont qu'un reflet populaire et sont nées des derniers espoirs de salut. Elles ne portent pas d'or et n'ont pas de ces airs de faste dissolus. Des prisonniers parfois déposent ici leurs chaînes. Rendant grâce à la dame d'en être délivrés, ils ont su séparer, éloignant toute haine, le bon grain du livret. On entend à peine le tic-tac des horloges. Le temps s'est alongui, les heures sont aux abois. Dans l'âtre où le printemps des mésanges se loge, crépite à feu de bois. Voyez l'espoir couvé braise sous la cendre, voyez-la triomphale dans son maintien de reine, la recevresse en qui j'ai cru voir descendre comme un air de Lorraine. Bon, je suis toujours très ému quand je lis ce poème. Ça me fait penser au poème de Corbière, je ne sais pas si vous connaissez Sainte-Anne de la Palude. Vous connaissez? Non. Alors, je sais écrire des poèmes non rimés. Je sais écrire des poèmes irréguliers. Donc, je vais vous lire un poème qui parle d'Iran, qui s'appelle Nuit d'exil. Pour que jeunesse revienne, ô patrie, cimetière en exil, village en déroute, sentier oublié des ermites, prés désertés des troupeaux, ta vie s'en va, embrassée par la racine séchée des saules. J'ai bu l'eau de l'oubli, aux clairières sans âge. Le coq ne chante plus sur les murs des jardins. Les femmes ne vont plus aux champs dans leurs robes en fleurs, ni ne dispersent au vent la balle blonde des blés. Les enfants nus attendent sur le bord des chemins. Les caravanes se sont évanouies dans le sel et le sable. L'amour est aujourd'hui aux couleurs de la chaux que l'on passe au seuil des noces répudiées. Les toiles été sont vides des oiseleurs, la turquoise du ciel a vieilli avant l'âge, et les dieux font pleuvoir du plomb sur les vergers. Il était une fois... Non, refermons les livres, faisons taire les conteurs, en cage les canaris ont brisé leurs ailes et les miroirs. Adieu, amis, la paille et la poussière ont recouvert les puits, on ne verra plus les amoureux ensemble. L'heure a sonné du grand oubli, les paupières sont enceintes de nuit, les fontaines ne prendront plus dans leurs chants frais les rires des enfants. Oublie-moi, toi, tes regards noyés sous le ciel des corbeaux, moi, mon cœur meurtri au heurtoir de ta porte. Je ne sais plus qu'attendre du fond de mes automnes, ô patrie, pour que jeunesse revienne. Et voilà un poème irrégulier. Est-ce que tu as la nostalgie de... Est-ce que tu as la nostalgie